Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Là, ce que dit Madame Borne, c'est très très grave. Parce qu'elle laisse entendre, en fait, que grosso modo, si on n'a pas de budget, l'économie s'arrête, que les fonctionnaires ne vont pas être payés, que la carte vitale ne va pas fonctionner, ce qui est parfaitement faux. Plutôt que de reconnaître que ça n'a pas fonctionné, mes confrères, éditorialistes, économistes libéraux, ils vous disent que non, le vrai problème, c'est encore la dépense publique. C'est-à-dire qu'ils refusent de reconnaître ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher avec tous les discours qu'on entend autour de nous. Notre meilleure arme est de les connaître et de les comprendre. Vous le savez, cela fait des mois qu'on mène la bataille auprès de l'Arcom après le refus de nous donner un canal TNT malgré notre dossier solide pour une télé des médias indépendants. Ce combat ne concerne pas seulement l'obtention d'une fréquence, il s'agit aussi de dénoncer un processus de sélection opaque et un système verrouillé. Lors de notre recours au Conseil d'État contre l'Arcom, nous avons fait face à une véritable armée d'avocats. Des poids lourds comme le groupe TF1, détenteur de 5 chaînes TNT, sont venus prêter main forte à l'Arcom en exigeant le rejet de notre recours. Le groupe Ouest France réclame 5 000 € aux médias. Nous le savons, ces attaques dépassent notre simple structure. Elles visent à étouffer toute une galaxie de médias indépendants qui soutiennent notre démarche et surtout à faire passer un message inquiétant. Il n'y a pas d'alternative possible. Mais grâce à vous, à votre soutien, nous sommes déterminés à résister et à défendre un journalisme libre et indépendant. Chaque don, chaque soutien compte. Soutenez la première chaîne d'infos indépendante de France. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Avec toi aujourd'hui au programme, le RN tient Michel Barnier en menaçant de censure et l'on compare la France à la Grèce. Risque-t-on un blocage, une crise économique? C'est parti. Le gouvernement va-t-il tomber alors que la gauche a annoncé déposer une motion de censure sur le budget pour stopper Barnier? Le RN brandit la menace de la voter et donc de mettre fin à ce gouvernement et au projet de loi de finances prévu pour 2025. Le Premier ministre a déjà reculé sur la hausse des taxes sur l'électricité, demandée officiellement par le RN, mais en fait aussi par le NFP, mais ce n'est pas la gauche que Barnier veut séduire ici. En position de force, le parti de Marine Le Pen avance d'autres pions. Ces autres lignes rouges sont l'annulation du report de l'indexation des retraites, ne pas dérembourser les médicaments, renoncer à la suppression des allègements de charges pour les entreprises ou réduire, supprimer l'AME. Michel Barnier a déjà annoncé souhaiter sensiblement baisser les soins pris en charge pour les sans-papiers. Thomas, dans cette séquence, le RN tente de passer pour les défenseurs du pouvoir d'achat, mais dans ces lignes rouges, on voit aussi des mesures pour les entreprises ou encore un coup aux immigrés. Comment tu l'analyses, toi ? Alors, déjà, la première chose, et nous le savons depuis le début, c'est que M. Barnier a été placé là pour être le trait d'union entre la Macronie et Marine Le Pen. Parce que M. Barnier avait un logiciel libéral qui pouvait s'approcher de celui de Macron et également de Marine Le Pen, puisque là-dessus, on est sur le même logiciel, mais que M. Barnier avait prônait un programme de rupture sur l'immigration, notamment. Et la réforme de l'AME, c'était aussi quelque chose qu'il appelait de ses voeux avant même d'être au gouvernement, quand il était à la primaire pour l'élection présidentielle de la droite. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise qu'il y ait ce jeu de bis-bis entre Marine Le Pen et Michel Barnier, et que Michel Barnier ait envie de satisfaire Marine Le Pen pour que son vote, son budget puisse passer. Maintenant, sur ce qui a été concédé, comme le fait de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité, il faut voir dans quelle mesure ça va être appliqué, parce que vous savez, les taxes sur l'électricité ont fortement baissé quand il y a eu les boucliers tarifaires, très fortement, justement pour protéger les ménages et les entreprises. Puis Bruno Le Maire avait prévu de les réaugmenter un petit peu, elles sont réaugmentées quasiment de moitié, et elles devaient revenir à leur niveau d'avant-crise en février 2025. Est-ce que le RN a gelé au niveau de taxe qui est actuel, ce niveau de taxe, ou est-ce qu'il a juste dit que ça allait réaugmenter au même niveau d'avant-crise, mais que ça n'allait pas augmenter plus loin? Et si c'est le cas, l'ensemble des parlementaires de gauche également prônaient que les taxes n'aillent pas plus loin que ce qui était prévu à février 2025. Donc parfois, il y a aussi des effets de manche qui font passer Marine Le Pen comme une défenseuse du pouvoir d'achat, alors même que c'est des choses que la plupart des partis soutenaient. Après, pour ce qui concerne l'AME, vraiment, il faut le répéter, que la plupart des spécialistes et des médecins, quand ils analysent ces questions-là, ils vous montrent que l'AME est une bonne chose, qu'elle existe dans quasiment tous les pays, contrairement à ce que l'on dit, que l'AME, il y a un taux de recours de 50%, c'est-à-dire 50% des gens qui pourraient l'avoir ne l'utilisent pas, qu'au bout de 5 ans, il y a toujours un tiers des gens qui ne l'utilisent pas,
et que c'est une bonne chose pour une question de santé publique. Et que toutes les études, y compris d'économistes très bons, comme la prix Nobel d'économie Esther Duflo, montrent qu'il vaut mieux soigner quelqu'un, que le coût de soigner quelqu'un dès le début, plutôt que de le soigner après coup, est beaucoup plus avantageux. Donc le fait de réduire l'AME pour satisfaire le RN risque d'avoir un impact encore plus négatif sur les dépenses publiques. Donc on voit bien que cette volonté, elle n'est pas économique, elle est surtout politique et raciste même. Le socle commun alerte sur les conséquences d'une censure, car cela veut dire pas de budget pour la France. Michel Barnier a déjà annoncé un 49.3 pour le budget 2025. Si le budget de la sécurité sociale devait être censuré, cela veut dire qu'au 1er janvier, votre carte vitale ne marche plus, que les retraites ne sont plus versées. Si le budget de l'État devait être censuré, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les fonctionnaires ne sont plus payés. C'est ce qu'a affirmé Elisabeth Borne sur LCI. La Constitution prévoit quand même des voies pour éviter le shutdown à l'américaine. Donc le plan d'Elisabeth Borne a quand même très peu de risques de réellement se passer. Michel Barnier a avancé, lui, la panique des marchés financiers si on arrive à une telle situation. Il en appelle à la responsabilité des députés. Toi, Thomas, est-ce que tu es inquiet pour l'économie française ou pas ? Ce qui est très grave là, ce qui est très très grave, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire peur. Là, ce que dit Madame Borne, c'est très très grave, parce qu'elle laisse entendre, en fait, sans le dire, mais elle le laisse bien entendre, elle le dit quasiment même totalement, que grosso modo, si on n'a pas de budget, l'économie s'arrête, que les fonctionnaires ne vont pas être payés, que la carte vitale ne va pas fonctionner, ce qui est parfaitement faux. Ce serait possible dans le cas des États-Unis avec ce shutdown, mais dans le cas de la France, pas du tout. Tout est prévu, nous l'avons utilisé pour qu'on revienne en fait au budget de 2024. Donc ça nous ferait augmenter légèrement le déficit, mais il n'y aurait pas de souci. C'est-à-dire que tout serait payé. Un certain nombre de mesures qui pourraient être prises dans le budget de 2025 ne seront pas prises parce qu'il ne sera pas voté. Mais on reviendra au budget de 2024. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, l'économie continuera à fonctionner. Donc Madame Borne, quand elle joue avec le feu quand elle dit ça. Et ce que dit Monsieur Barnier, c'est lui, il veut qu'il y ait une menace supplémentaire. C'est-à-dire que, à partir du moment où les gens savent, les politiques savent que les gens ne veulent pas de ce budget, il faut qu'il y ait une autorité supérieure qui fasse peur. Alors soit on fait peur en disant l'économie va s'arrêter, soit on fait peur en disant les marchés financiers vont vous punir. Mais non, mais pour le moment, rien ne prouve ça. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Alors effectivement, trop d'instabilité politique, et ça, il faut dire qui est-ce qui nous a mis dans cette situation, c'est Macron. Oui, c'est ça, parce que Michel Barnier fait peser la charge sur les députés, sur les parlementaires, en disant il faut que vous soyez responsables, il faut que vous votiez le budget, il ne faut pas que vous votiez la censure. Comme sur si les c'était parlementaires, du fait mais des je dirais même parlementaires. plus, il fait peser la charge sur l'ensemble des Français. Alors que ça vient d'Emmanuel Macron. Alors que cette crise blocage politique vient d'Emmanuel Macron, et ce problème de déficit vient en grosse partie de la politique menée par Emmanuel Macron. Je veux dire, on n'a pas eu un autre gouvernement avant. On n'a pas eu un autre président avant. On a la même politique depuis 2017, qui était une politique de baisse d'impôts, on l'a dit suffisamment ici, ciblée majoritairement sur les plus riches et les grandes entreprises, qui a creusé le déficit à 50% et qui n'a pas eu les effets escomptés sur la croissance. Donc voilà ce qu'on a comme thèse de départ. Et ensuite, on a une dissolution voulue par le président. Donc le déficit et l'instabilité politique sont dus très clairement à la majorité présidentielle et au bloc centriste qui l'a aidé. Et maintenant, on veut faire payer cela à la majorité des Français. Et comme ils refusent de le faire, parce qu'ils ne sont pas si bêtes que ça, les Français, on leur fait peser une menace supplémentaire, qu'est la menace des marchés financiers ou qu'est la menace d'un shutdown à l'américaine, c'est-à-dire une économie qui ne pourrait plus se financer, ce qui n'est pas le cas parce que nous avons prévu dans la loi, dans les règlements, que nous reviendrons dans ce cas-là, si le budget n'est pas voté, au budget de 2024, c'est-à-dire qu'un fonctionnement quasi normal de l'économie. Alors, autre panique du monde libéral, le taux d'emprunt de la France a dépassé celui de la Grèce pour la première fois sur le marché obligataire où s'échange la dette déjà émise. Le taux d'emprunt à échéance 10 ans de la Grèce ressortait à 3,02%. Plus tôt en séance, le taux français atteignait 3,05%, donc c'est légèrement plus que la Grèce. Thomas, est-ce qu'il faut paniquer? Parce que là, on a entendu partout, attention, attention. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as raison de rappeler qu'on l'a entendu partout, parce qu'on l'a vraiment entendu partout. Et ça, moi, je trouve que c'est un gros problème. C'est-à-dire que vous preniez une chaîne publique ou une chaîne privée, vous regardez les éditos d'économie, ils ont dit tous, à la virgule près, la même chose. Ah là là, attention, nous sommes au même niveau que la Grèce. Attention, c'est très, très grave. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2023, toutes les agences de notation disent que la Grèce est devenue un pays sûr. Donc, quand on compare la France, qui est, selon les agences de notation, high quality, là, on attend la notation d'une 3e, mais on a 2 agences qui disent que la France est high quality en termes de signature, c'est-à-dire qu'elle est très sûre. Nous comparons en réalité des pays qui sont vus comme sûrs. Donc, nous sommes à 3%. Nous avons déjà été plus élevés. Les États-Unis, vous savez à combien ils empruntent aujourd'hui? Ils empruntent à 4%, à plus de 4%. Donc, je veux dire, on parle de pays qui sont sûrs.
Je veux dire, moi, si la France avait des taux d'intérêt à 35%, comme c'était le cas de la Grèce en 2012, ou à 15%, comme c'était le cas de la Grèce en 2015, là, d'accord, on pourrait dire nous sommes sur un scénario à la Grèce. Mais là, on compare la Grèce, qui est considérée depuis 2023, après une purge, comme une économie saine, qui a la capacité d'emprunter de manière sûre, et on dit, ouh là là, nous prenons le scénario de la Grèce. Non mais c'est quoi le problème là? C'est quoi? Donc il y a vraiment une volonté, encore une fois, et ça, on l'a vu également en Grèce au début de la crise, il y a une volonté des milieux économiques de faire peur, de créer un effet de sidération, pour que les gens acceptent les réformes, pour qu'ils acceptent les coupes dans le budget, pour qu'ils acceptent les économies dans l'éducation. C'est ça la volonté en réalité. Cette volonté, et moi ce qui m'étonne, c'est qu'elle est partagée aujourd'hui aussi bien dans le service public que dans les émissions de chaînes privées. Je ne sais pas pourquoi le service public devrait se réjouir de ça, parce qu'à l'époque de la Grèce, le gouvernement avait demandé des économies. Et la première chose qu'il avait fait, c'est quoi? Il avait fermé les chaînes publiques. Donc moi, je pense que les gens ne devraient pas jouer avec le feu comme ça. Ils ne devraient pas du tout jouer avec le feu. Justement, c'est toi qui nous comparais à la Grèce, parce que tu disais, si on a un budget de plus en plus austéritaire, on prend le même chemin que la Grèce. C'est plus ça qui devrait aller. Exactement. En fait, sur l'analyse des causes grecques, et les causes de la crise, s'il y en a une, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, française, c'est deux choses différentes. Alors, on regarde, on dit, ah, mais ils ont triché, et nous avons aussi triché sur les déficits. Ils avaient une dette élevée, nous avons une dette élevée. Mais ce n'est pas que ça. La crise grecque, c'est une crise de la dette privée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président de la BCE, dans un discours qu'il a expliqué. En fait, voilà, exactement. En fait, vous aviez, grosso modo, des banques françaises et européennes qui étaient impliquées là-dedans. Quand on a fait les plans où on a soi-disant donné de l'argent à la Grèce, cet argent n'a pas profité aux Grecs. Ils n'ont rien touché de cet argent. Cet argent est rentré dans les caisses de l'État pour aller aider les banques françaises et allemandes qui avaient fait de l'excès de dette privée. D'accord? Donc c'est ça l'histoire de la crise grecque. Et ensuite, on a appliqué, une fois qu'on a fait ça, un plan d'austérité majeur à la population. Et nous n'avons pas du tout la même configuration. Mais on aime bien rappeler que c'est comme la Grèce pour justifier le plan d'austérité qui, lui, est le même. 2% du PIB, premier plan d'austérité de la Grèce, 2% du PIB chez nous, plan d'austérité à la française. Et donc, nous justifions cette comparaison pour justifier le plan. Parce que derrière ça, en fait, c'est quoi? Les gens qui vous disent qu'on est comme la Grèce. Vous leur dites demain, on augmente les impôts sur les grandes fortunes, ils vous disent quoi? Ah non, surtout pas. Ah non, depuis 2015, ça va très bien. Par contre, quand il faut couper dans les dépenses, là, il faut y aller. Donc, le but, c'est ça, c'est de dire, attention, nous sommes comme la Grèce, donc il faut appliquer ce plan d'austérité et il faut taper dans le modèle social et dans les dépenses publiques. Donc, il faut finalement que ce soit nous qui payons la politique de l'offre qui a été un échec et la dissolution qui a été une erreur de stratégie politique. Il faut que ce soit l'ensemble des Français qui payent ça. Et le vote des Français qui n'a pas été vraiment respecté ensuite. Et tout à fait. Et le vote des Français qui n'a pas été écouté. C'est quand même ballot tout ça pour Emmanuel Macron, qui était censé être le Mozart de la finance, non? Oui. Alors là, on a clairement l'exemple que... oui. Alors bien sûr, vous aurez toujours les milieux d'affaires qui le soutiendront. Pourquoi ils le soutiendront? Parce qu'il leur a fait des cadeaux. C'est-à-dire que les milieux d'affaires peuvent aller très bien dans des économies qui sont à genoux. On l'a vu dans des pays africains, où vous avez eu des privatisations qui ont profité à des entreprises, même parfois françaises. Vous avez aussi dans les pays de l'Est des thérapies de choc qui ont profité à des entreprises étrangères contre des populations. Et vous l'avez vu également en Grèce, où des gens ont continué à s'enrichir parce qu'il y a eu des privatisations, il y a eu des rachats d'aéroports, il y a eu des rachats d'entreprises publiques, il y a eu des rachats de parties de port. Ça a profité à des entreprises publiques, privées, souvent de pays étrangers d'ailleurs. Donc là, c'est la même chose. Les pro-business, quelle que soit leur identité, ils sont très contents parce qu'ils peuvent venir en France et bénéficier de baisse d'impôts, d'un marché du travail complètement dérégulé. Ils peuvent licencier facilement en faisant des bénéfices grâce aux lois travail qui ont été votées par le PS et par Macron. Donc les milieux financiers vous diront toujours que Macron était super. Mais quand on regarde les chiffres macroéconomiques, le déficit a augmenté, la dette a augmenté, le chômage, j'attends de voir parce qu'il était content par des bidouilles statistiques, on a dit ici d'avoir un taux de chômage faible, mais ça va augmenter. Les plans sociaux, ça arrive. Moi, j'ai bien peur que oui, les indicateurs économiques soient très mauvais. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est que plutôt que de reconnaître que ça n'a pas fonctionné, mes confrères éditorialistes, économistes libéraux, ils vous disent que non, le vrai problème, c'est encore la dépense publique. C'est-à-dire ils refusent de reconnaître ça. Et ils continuent à nous dire non, il faut couper dans les dépenses publiques, etc. Je ne sais pas jusqu'où les gens vont supporter ça. Parce que, vous savez, on le dit souvent ici, l'économie, c'est le partage du gâteau. Et là, on touche vraiment aux espèces sonnantes et trébuchantes. Et ceux qui se sont gavés ces 30 dernières années, et beaucoup plus depuis 2017, ils n'ont pas envie maintenant de rendre leur part du gâteau. Et donc là-dessus, on touche au nerf de la guerre. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, pour le coup, moi je trouve, une certaine mobilisation des milieux financiers
pour dire que tout est grave à cause de la dépense publique. Thomas, ce week-end, c'est le Black Friday. C'est 3 jours où les marques avancent des remises. Alors, il y a beaucoup moins de règles que pendant les soldes, donc on peut gonfler les prix avant d'avancer une ristourne, quand même, il faut le dire. 3 jours où les entreprises vantent la surconsommation, et c'est assez décrié par les milieux écologistes et anticapitalistes. Tu voulais dire un mot là-dessus? Je veux juste que l'on évite, encore une fois, de s'en prendre toujours aux gens les plus pauvres, en partie, et même aux gens qui veulent faire des achats de plaisir, qui vont attendre le Black Friday pour le faire. Parce que, vous savez, la stratégie individuelle de culpabiliser, de faire la morale, parce que pour beaucoup, le combat est devenu un combat de morale, c'est-à-dire être la personne parfaite dans un monde imparfait. C'est pas entendable, ça. C'est pas entendable. On a vécu 3 ans d'inflation, les revenus ont eu du mal à rattraper ça, et ils l'ont pas rattrapé partout. Et vous avez des gens aujourd'hui qui attendent le Black Friday pour faire des achats. C'est pas eux qui ont inventé le Black Friday. Le Black Friday, c'est arrivé en 2010 par Amazon. Si on est contre le Black Friday, on ne le laisse pas venir chez nous, c'est tout. Et on laisse des périodes de solde comme il y en avait toujours. Donc je veux dire, ça n'a pas été... c'est pas les gens qui achètent aujourd'hui qui ont choisi à un moment, parce que tout ça a été théorisé, que l'on choisisse la mondialisation, que les marques ferment l'industrie textile, parce que ça a été la plus grande purge, l'industrie textile française et même européenne, pour s'installer dans des conditions, dans des pays où les conditions sociales et environnementales sont faibles. Le consommateur, je veux dire, il est libre, mais il est libre dans un monde qu'il n'a pas choisi lui-même, qui a été choisi par d'autres. Donc, à un moment, il faut plutôt s'attaquer au système que s'attaquer à l'individu. Parce qu'aujourd'hui, le système, il réglemente tout en haut, pour in fine dire à la fin, oui, c'est au consommateur de faire des efforts. Et vous savez, les industriels, ils sont conscients de ça. Et ils crient dans les mêmes voix que ceux qui disent qu'il faut que ce soit des efforts individuels. Parce que vous achetez aujourd'hui, un soda, une boisson gazeuse, il y a marqué ne consommez pas plus de sucre, tout le monde s'en fout. Vous achetez un jean dans une grande marque américaine, ils vous disent de ne pas trop acheter, de moins laver, etc. Mais ils s'en moquent parce qu'ils savent que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas la morale. Et que derrière, via les publicités, grâce aux réseaux sociaux, tu peux acheter tout à n'importe quelle heure, grâce à Internet où tu peux vraiment acheter à 2 h du matin comme à 7 h, comme à midi, ils savent très bien qu'ils rattraperont ces injonctions. Donc, il y a le Black Friday, c'est une impasse écologique, donc il faut s'en prendre à qui? Aux grandes marques, au gouvernement, mais pas aux gens qui vont acheter un pull, peut-être même pour se faire plaisir, ou d'autres qui ont attendu le Black Friday pour consommer, alors que nous sommes dans une période où il y a une forte inflation. Il y a quand même eu un changement de paradigme des collectifs, des ONG, etc., écolos, qui se sont... d'un côté, au début, c'est vrai qu'il y avait vachement le discours contre le consommateur, etc. Et c'est vrai que des boycotts ou les habitudes de consommation peuvent avoir un poids politique. Mais maintenant, il y a quand même une cible sur les pouvoirs publics et sur les industriels, aujourd'hui, de la part et des collectifs écologistes et des collectifs anticapitalistes. Non, c'est vrai. On a vu un changement de paradigme quand même. Le paradigme a toujours été là. Il y a pas eu, parce qu'en fait, traditionnellement, les mouvements comme Attac, etc., ils s'en prenaient jamais à la question individuelle. Ils s'en prenaient plutôt aux multinationales et à l'organisation du commerce au niveau mondial. Les altermondialistes de base, c'était ça. C'était pas de s'en prendre à l'individu. Vous savez, il y a une phrase de Marx très claire qui dit « l'individu est libre ». Dans un environnement qui n'a pas créé. C'est à peu près ça la phrase. Donc, en fait, il y a des choses qui nous sont imposées. Et après, nous pouvons effectivement avoir une marge de manœuvre, mais qui reste toujours faible dans la structure qui est imposée. La plupart des choses que nous vivons, nous ne les avons pas choisies. Vraiment. Donc, c'est normalement à l'État de légiférer. Alors après, je comprends, moi, qu'il y ait des militants, et moi, je le vois bien, parce que quand j'allais voir des collectifs, souvent, et que je faisais des conférences, ils me disaient, c'est hyper intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est vrai que cette réponse, moi, à part leur dire, mettre la pression sur les dirigeants, aller manifester ou aller voter et faire un bon choix, j'avais rien d'autre à leur dire. Or, aujourd'hui, les gens sont contents de prendre en main quelque part leur avenir en se disant, tiens, je vais aller au supermarché, je vais vérifier grâce à une application ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tiens, je ne vais plus prendre l'avion, tiens, je vais prendre le vélo, etc. Et c'est très important. C'est très important. Mais je pense, moi, que quand on va sur cette voie-là, elle est problématique parce qu'il y a des inégalités. Il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture et préféraient prendre un petit vélo et faire quelques kilomètres et se retrouver à leur travail. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont 50 kilomètres à faire dans des endroits où il n'y a pas de voie cyclable, donc ils doivent prendre leur voiture. Donc il ne faut pas, ceux-là, qu'ils se sentent heurtés par des stratégies qui viseraient à faire l'être parfait écologiquement parlant, parce que ça crée des divisions, au lieu de rassembler autour de l'écologie. C'est comme la question des avions dont on a beaucoup parlé ici. C'est très bien sûr, que des gens se freinent sur leur consommation d'avions, mais on parle de qui, là ?
On parle d'une petite proportion très, très, très riche. La plupart des gens, ils prennent très peu l'avion et parfois ils ont envie de le prendre parce qu'ils ont envie d'aller voir leur famille à l'étranger ou parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Quand on va attaquer ces gens-là, c'est quand même très compliqué. Donc le but, c'est toujours de trouver en fait du commun pour réunir plutôt que de chercher à être l'être parfait moralement que personne ne peut atteindre parce que tout le monde a ses contradictions. Et quand on les cherche, chez même les plus grands écologistes, des grandes contradictions, croyez-moi, parce que ça va créer de la division. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'extrême droite, dans beaucoup de pays, et on l'a vu avec l'élection de Trump, reprend toutes les questions écologiques pour les mettre à son profit. C'est qu'il y a une partie de la population qui se sent quand même heurtée par ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie politique de et souvent, lier, les personnes qui se sentent heurtées, en plus, sont les gens qui ont une empreinte carbone la plus faible. Oui. C'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie politique de lier le combat écologique avec la lutte des classes. Exactement. Surtout quand on voit les chiffres, comme tu dis, où c'est les plus pauvres qui ont le moins d'impact CO2. C'est exactement ce qu'on a dit. Alors, beaucoup de gens maintenant ont évolué sur ces questions-là, mais encore une fois, ça reste maintenant à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'individualisation, à l'heure où finalement, tu fais ton sport tout seul, tu fais un peu tout seul, on reste sur une stratégie quand même de comment être l'homme qui émet 5 tonnes de carbone dans un monde complètement déréglementé. Puis on rappelle aussi que les premières victimes du dérèglement climatique sont les plus pauvres à l'échelle planétaire. Oui, tout à fait. Bien sûr, ce sont les plus pauvres à l'échelle planétaire. Les pays les plus pauvres et les gens qui vivent dans des zones après qui peuvent être problématiques, comme on l'a vu en Espagne, parce qu'elles sont proches de fleuves ou proches de la mer. C'est aussi une stratégie des industriels, c'est dans leur intérêt, de réorienter la responsabilité climatique sur le consommateur. Je me rappelle d'un cache investigation où en fait la marque Coca faisait exprès de mener des campagnes avec un autre lobby contre le plastique en disant il faut que vous triez vos déchets, etc. Et du coup on a totalement oublié que Coca crée énormément de bouteilles plastiques pour déplacer le problème sur il faut que vous triez vos déchets, c'est à cause de ça qu'il y a de la pollution. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que la marge d'adaptation du consommateur, elle est en réalité très faible. Et à partir du moment où elle est très faible et que les gens et que les industriels le savent, leur but, c'est de miser là-dessus. Donc, c'est de dire, par exemple, regardez, nous sommes Coca-Cola, comme tu l'as dit, tu l'as cité, une boisson sucrée. Tout le monde sait que c'est sucré, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un logo en disant aux gens, ne mangez pas trop sucré, faites du sport. On le met en dessous, mais on fait quand même la pub. Donc, moi, je pense que si on juge que le coca est mauvais, dans ce cas-là, on l'interdit, ou on l'oblige à changer sa formule. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on ne peut pas lui permettre d'avoir une force de frappe pour faire des publicités avec une petite phrase en dessous. Et c'est pareil pour d'autres. Je veux dire, à un moment, si on considère que la fabrication est dans des mauvaises conditions sociales et environnementales, on les interdit. On les interdit, c'est tout. Et c'est l'inverse qui a été théorisé. Quand il y a eu la désindustrialisation, on nous a vendu la mondialisation heureuse, le fait qu'on pouvait produire ailleurs et bénéficier de vêtements moins chers. La fast fashion est arrivée avec les premières marques qui étaient européennes, H&M, Zara, etc. Puis maintenant, il y a Shein qui arrive, qui nous prend notre propre jeu en allant plus loin. Donc si nous considérons que ça ne fonctionne pas bien, ce que moi je considère par ailleurs, parce que ça repose toujours au final, il faut le dire, sur de l'humain, ça repose sur de l'humain. Et nous produisons aujourd'hui trop de vêtements, 100 milliards de vêtements alors que nous sommes 7 milliards. Dans ce cas-là, il faut réglementer. Mais aller au final voir quelqu'un qui est inondé de publicité, qui veut aussi avoir un moment Jennifer Lopez, avoir une belle robe, et c'est aussi compréhensible, ça, et aller le chercher comme ça en disant « Oula, tu es un gros méchant parce que tu profites du Black Friday en lui faisant une pub soporifique comme l'a fait l'ADEME », j'arrive pas à adhérer à ça et je m'excuse. J'ai vu que le Sénat augmente fortement la TVA sur l'eau en bouteille plastique, la faisant passer de 5,5 à 20% pour, je cite, encourager les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. Cette actu m'a un peu frappée parce qu'en fait, on touche pas à la marge des producteurs, on touche pas à la marge des distributeurs, on augmente juste la TVA et on n'offre pas d'alternatives, style des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre du coup, des gourdes offertes, etc. Et du coup, j'ai pensé à des gens qui n'ont pas le choix que de boire de l'eau en bouteille, par exemple les personnes sans abri ou alors les gens du voyage. Est-ce que c'est encore ce genre de mesures écologiques punitives comme on a vu à l'époque des Gilets jaunes ? En fait, ça va avec tout l'arsenal. Cet arsenal va avec toute la logique de pensée de départ. Comme c'est le consommateur qui doit s'adapter, il faut lui donner des incitations. Ça peut être le prix, on augmente le prix des carburants, on augmente le prix des cigarettes, on augmente le prix des bouteilles, et donc on lui permet de s'ajuster et d'aller sur de l'eau du robinet. Donc c'est la même logique qui prédomine, c'est-à-dire plutôt que de s'attaquer en réglementant aux producteurs, parce que là il y a beaucoup à dire, on va s'attaquer via des incitations, notamment sur les prix, aux consommateurs.
Donc c'est la même logique, en fait. Le producteur, on ne le touche jamais. Alors il a après tout le temps des possibilités de faire du marketing de manière très agressive, nous expliquer plein de choses, se payer des stars pour les autres, des stars sportives, etc. Ne pas améliorer les composants. Ne pas améliorer les composants. Alors qu'en réalité, avec le scandale qu'on a eu sur les eaux, là, il faudrait réglementer, il faudrait surveiller, les placer sous surveillance et leur dire que s'il n'y a pas de résultats rapides, il y a l'interdiction de distribution en France. Non, mais c'est vrai. C'est tout. Et voilà. Et là, après qu'on ait découvert que l'eau du robinet était polluée. Et là, je vous promets qu'il ferait des efforts. Parce que là, on est dans un truc, on est dans un système. Effectivement, et c'est là-dessus que je rejoindrai toujours le combat écologiste, c'est que nous avons un système qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire où il y a des pays qui récupèrent un tas de déchets, qui sont devenus en fait des pays que l'on considère comme des poubelles, y compris pour les vêtements. Ce sont des pays très pauvres. Donc le système ne fonctionne mal. Et surtout, les systèmes de production et la compétition mondiale, tout est fait pour qu'au final, ce soit celui qui produit dans les plus mauvaises conditions, les plus horribles, qui gagne. Donc c'est très... Et ça, il faut le dénoncer, il faut le combattre constamment. Mais après, moi, j'ai du mal avec, in fine, prendre quelqu'un comme ça, qui va être moins averti de tout ça, et qui, comme tout le monde, est dans un système, est pris dans ce système, et qui va pouvoir acheter deux jeans pour son fils, parce que c'est moins cher aujourd'hui, grâce au Black Friday. Parce que si on fait ça, on perd ces personnes-là. Ces personnes-là, quand vous leur expliquez, ils sont conscients que ça ne fonctionne pas bien. Après, ils sont pris à la gorge, ils n'ont pas les mêmes revenus, etc. etc. Donc ces gens-là, il faut faire attention de ne pas les heurter, parce qu'après, il y a des chances qu'ils soient récupérés par d'autres qui les comprennent un peu plus. Qui font semblant, en tout cas. Voilà, et qui font semblant de les... oui, exactement, qui font semblant de les comprendre. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleuses et travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Vous le savez, cela fait des mois qu'on mène la bataille auprès de l'Arcom après le refus de nous donner un canal TNT malgré notre dossier solide pour une télé des médias indés. Ce combat ne concerne pas seulement l'obtention d'une fréquence, il s'agit aussi de dénoncer un processus de sélection opaque et un système verrouillé. Des poids lourds comme le groupe TF1 sont venus prêter main forte à l'Arcom en exigeant le rejet de notre recours. Le groupe Ouest France, lui, nous réclame 5 000 €. Grâce à vous et à votre soutien, nous sommes déterminés à résister et à défendre un journalisme libre et indépendant. Chaque don compte, chaque soutien compte. Soutenez la première chaîne d'infos indépendante de France. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.